Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue déjà à cette conférence Éveiller votre intuition. C'est moi qui aurai donc la lourde tâche d'éveiller votre intuition aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, j'aimerais d'abord avant tout vous raconter peut-être une petite anecdote avant de vous parler de mon CV à proprement parler. En fait, quand j'étais petite, j'étais pas forcément hyper douée à l'école. J'étais même, je dirais, j'étais une élève moyenne. Aux grandes dames de mes parents, mais j'étais pas forcément assidue dans mes devoirs, ou je révisais pas forcément mes leçons. Pour passer le bac, ça a été la croix et la galère. Ma mère, elle en pouvait plus parce que je ne révisais rien. Entre nous, je l'ai eu quand même. Mais voilà, pour vous dire que j'ai jamais voulu pousser, toujours aller plus loin, etc. Voilà, je me laissais porter un petit peu par le courant. Parce que j'étais plutôt une enfant rêveuse. J'étais plutôt du genre à aller attraper un vieux rideau qui traînait dans un coin, me le mettre sur le dos, me faire une robe avec. Je me prenais pour Scheherazade qui partait dans les aventures, où je me construisais avec des draps, des pinces à linge, une cabane, et ça y est, j'étais partie à l'aventure comme Indiana Jones, etc. Et puis aussi, je dirais un petit peu à l'image des grandes fortunes, des nouvelles technologies d'aujourd'hui, j'ai démarré mon activité dans un garage. Tout ça pour vous dire que à un moment donné, je me prenais même à jouer des rôles comme une magicienne ou une sorcière qui préparait ses petites potions dans le garage. Et j'avais pris plein de fioles, j'allais récolter des pétales, de roses, de marguerites, des fleurs que je trouvais, et je faisais mes petites décoctions dans le garage. Tout ça parce que j'avais envie, quelque part déjà, d'améliorer le monde. Et en fait, je l'ai laissé macérer sur le rebord de la fenêtre pour que, bien sûr, la lune vienne apporter les énergies positives. Et bien après, en secret, je mettais mes petites incantations et tout ça. Et puis, une fois que ça avait bien pris, que ça avait tourné de couleur, que ça avait pris un bel aspect, je mettais un petit ruban, un petit message, et j'allais les offrir aux gens en leur disant « Tiens, ça va te soigner. Tiens, ça va te soigner ça va te soigner, ça va t'aider à être plus calme. Toi, ça va t'aider à dormir. Toi, ça va t'aider à machin. » Et à chaque fois, je tombais juste, sans vraiment me poser des questions. J'étais pas vraiment médecin. Pour vous dire, j'avais 8-10 ans. Mais je tombais juste, les gens ils étaient contents. Alors je leur disais mais bon, faut pas le boire, hein, j'ai fait ça comme ça, mais c'est juste à garder dans un coin pour toi, c'est une petite potion magique, tu verras, ça va aller mieux dans ta vie. Et un jour, j'ai grandi. Ou alors c'est la vie d'adulte qui m'a rattrapée, je sais pas trop. Mais en gros, je me suis restée enfermée pendant plus de 20 ans dans un monde d'adultes comme ingénieur en informatique, où j'ai rencontré beaucoup de managers, d'ingénieurs en informatique, d'experts en tout genre, pour la plupart des hommes. Alors excusez-moi messieurs qui êtes là aujourd'hui, la plupart du temps très cartésiens. Et donc du coup, moi j'avais beaucoup de mal à évoluer dans ce monde-là, mais la vie faisant, elle m'a rattrapée et je me suis faite. Malgré tout, à un moment donné, je me suis rendu compte que quelque part, cette petite étincelle, cette part de magie en moi, encore cette magie d'enfance, elle était restée là. Elle n'était pas partie, elle s'était juste cachée tout au fond de moi. Et il a suffi d'un instant de volonté, vraiment, de vouloir me reconnecter à ça, pour que tout réapparaisse. Et pouf, comme dans un conte de fées, cette intuition, cette amie qui était toujours là, eh ben, elle est revenue auprès de moi. Et elle m'a toujours guidée dans mon évolution, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et j'ai décidé depuis toujours de lui faire confiance. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans ma vie. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai décidé que c'était bien d'avoir cette compagne auprès de moi, mais que ça aurait été bien aussi que vous tous, vous puissiez vous reconnecter aussi à cette magie qui est en vous, à votre intuition. Et donc j'ai créé chez Luna University, qui est en fait une école d'éveil personnel et de développement des capacités intuitives, dans lequel je propose justement ce type de formation qui se déroule essentiellement dans le nord de la France, sur Paris, etc. Enfin, la Bretagne, l'Alsace, voilà, le grand nord, on va dire, de la France. Et dans l'objectif justement de vous reconnecter un petit peu à cette âme d'enfant qui est encore en vous.
Et je vous propose à travers cette conférence justement d'aller regarder, d'aller un petit peu le titiller, cet enfant intérieur qui est encore en vous, pour lui dire, ben oui, je suis d'accord, moi je veux bien encore jouer avec toi et je veux bien jouer avec ton intuition. D'ailleurs, à propos de jeu, on en fera quelques-uns tout à l'heure, vous allez voir. Ça va être une nouvelle expérience, une redécouverte pour vous. J'aimerais débuter cette conférence par une phrase qui peut peut-être, pas choquer, mais peut-être vous interpeller. Alors je m'excuse un petit peu pour la qualité du vidéo qui est pas, il est un peu fatigué. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que chaque soir nous mourrons. En effet, c'est une affirmation qui dérange un petit peu. Pourtant, Marcello Massimini, qui est un chercheur italien en neurophysiologie, l'affirme haut et fort suite à des examens scientifiques qu'il a réalisés en laboratoire. Il faut savoir que notre âme, notre conscience, est ce qui nous définit en tant qu'individu, en tant qu'être unique. Et chaque soir, quand nous nous endormons, à un moment donné, quand on va passer par différents cycles de sommeil, on va débuter par des cycles de sommeil très lents dans lesquels on va commencer à s'endormir, où on est encore semi-conscient, on entend encore l'entourage, les bruits à côté de nous, etc. Et on va basculer rapidement dans une phase qu'on appelle une phase de sommeil profond. C'est une phase de sommeil sans rêve. Et c'est dans cette phase que nous perdons littéralement conscience et que nous mourons, puisque notre conscience s'évapore, disparaît. Et ça a été prouvé par les tests de Massimini. Après ces 40 minutes de sommeil profond, on va basculer dans une phase que vous connaissez peut-être un peu mieux, qui est la phase de sommeil paradoxal. Dans cette phase, nous allons rêver, nous allons créer des personnages, des histoires, des paysages. Et donc à ce moment-là, nous sommes tous sauf inconscients. On a besoin de notre conscience pour créer, d'être dans la création, dans l'imagination. Et on part comme ça, dans plusieurs cycles, pendant toutes nos nuits de sommeil. On peut aller de 4 à 8 cycles par nuit. Et je me suis dit, mais si pendant la nuit, justement, comme ça, je perds conscience, je meurs, comme dit Massimini, qu'est-ce qui se passe durant la journée? Eh bien, saviez-vous que nous avons plus de 60 000 pensées par jour, soit environ 41 pensées par minute. Notre cerveau est un fanat du calcul, de l'analyse. Il adore ça. Traiter, analyser, compiler, c'est vraiment son dada. Au moment où je vous parle, il est sûrement en train de se demander, d'essayer de trouver une solution à un problème professionnel que vous pouvez avoir, où il peut penser à comment budgéter les prochaines vacances que vous allez voir, ou même où aller dans vos prochaines vacances. Il peut aussi réfléchir à quel argument il va pouvoir mettre en avant pour les présenter à votre petit dernier pour qu'il mange enfin ses épinards. Et à côté de tout ça, eh bien, il y a un autre système de pensée qui se met en route. C'est ce qu'on appelle les pensées inconscientes. Et ces pensées inconscientes sont à hauteur de 90% de notre activité cérébrale. Ça veut dire que sur les 60 000 pensées, il n'y en a que 10% dont nous sommes conscients. C'est les exemples que je viens de vous citer. Tout le reste, c'est des pensées inconscientes, du genre, vous êtes en train d'enregistrer la couleur des chaussettes de votre voisin, le nombre de femmes présentes dans cette salle. Il y a du travail d'ailleurs. Le nombre de personnes qui portent des lunettes, et ainsi de suite, mais de manière complètement inconsciente. Et on arrive à un total d'environ 60 000 pensées avec tout ça. Toutes ces informations sont enregistrées par notre cerveau dans ce qu'on appelle le conscient personnel. À travers ça, je me suis posé une question en fait, c'est si la nuit je ne suis pas forcément consciente, si la journée encore à la limite j'ai des pensées qui sont conscientes, mais il y en a beaucoup plus puisqu'on a vu 90% qui sont inconscientes, mais à quoi ressemble le monde ? Si je suis tout le temps en train d'être dans l'imaginaire, enfin pas forcément dans l'imaginaire, mais en train de réfléchir à des choses dont je ne suis pas consciente, à quoi ressemble le monde? Est-ce que je suis vraiment consciente du monde dans lequel je vis? Eh bien non. Notre cerveau, toujours ce super processeur fanat de calcul et d'analyse, a une fâcheuse tendance.
il est en train, en permanence, de reconstruire le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que vous voyez le monde avec vos yeux, mais votre conscience enregistre un résultat qui a déjà été modifié par votre inconscient. Je prends pour exemple un petit exercice. Vous avez ici, hop, si tout le monde voit bien avec la luminosité, 4 points. Un point central blanc et 3 points fixes jaunes. Je vais vous demander de vous concentrer attentivement, je vais me pousser pour que tout le monde puisse le faire, sur le point central blanc. Et ne clignez pas des yeux, ne bougez pas la tête, fixez uniquement le point central blanc. Vous allez voir très rapidement que l'un après l'autre, les points jaunes vont disparaître. Il suffit d'un moindre clignement de paupières ou d'un mouvement de tête léger pour que ces points jaunes réapparaissent. Ce qui prouve bien que votre cerveau, votre inconscient, manipule ce que vous voyez, puisque les points jaunes ne disparaissent à aucun moment. Ils sont toujours fixes sur cet écran. Ce qui se passe, c'est simplement que notre inconscient a envie de, comme moi quand j'étais petite, nous rendre le monde plus beau. Il a envie simplement que le monde soit plus logique pour notre conscient. Et donc, tout ce qui est élément parasite, eh bien, il va les supprimer de ce qu'on voit. Il va recréer quelque part une réalité plus adaptée à notre compréhension, à notre vision. Parce que pour lui, par exemple, dans cet exemple-là, les points jaunes pourraient être un élément perturbateur comme un vaisseau sanguin dans l'œil, par exemple, qui gênerait la vision d'un paysage. Et donc, comme on est focalisé sur un axe central qui est en mouvement, les points fixes, pour lui, c'est un élément perturbateur. Il les supprime et il vous renvoie une image beaucoup plus cohérente pour vous. Donc, pour vous dire que finalement, on est un peu magicien aussi et que notre cerveau, quelque part, c'est le maître des illusions. Avec tout ça, en faisant le bilan de tout ce que je vous ai dit, si on récapitule, le soir, quand on s'endort, on meurt, en partie, on perd conscience. La journée, on n'est pas conscient réellement de toutes nos pensées et en plus, on ne voit pas consciemment le monde tel qu'il est réellement. À partir de là, je me suis demandé, mais qui c'est qui commande en moi? Qui c'est qui est au poste de contrôle? Si mon inconscient s'en va, mon conscient s'évapore comme ça à longueur de temps. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de mini-moi dans notre tête qui est derrière un poste de contrôle et un mini-moi inconscient qui aurait la mainmise sur notre conscience. C'est une théorie qui a été complètement rejetée par les neurosciences. Si on voudrait trouver une réponse à cette question, il faudrait peut-être passer par la théorie de Carl Gustav Jung sur le soi. Alors pour lui, le soi, c'est la combinaison de la conscience et de l'inconscient. À l'image du yin et du yang, la conscience et l'inconscient, quand on les rassemble, forment notre être en entier. On est une unité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport même à cette image qui est assez parlante d'un iceberg, notre conscience ne représente que 10%. Et la partie inconsciente en dessous, c'est 90% de la capacité de notre cerveau. Et la conscience, en fait, c'est la somme de tous nos ressentis, de toutes nos expériences, de nos souvenirs, de tout ce qu'on peut expérimenter dans la vie de manière consciente. Et l'inconscient, Jung l'a divisé en 2 territoires. Il y a l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel, c'est également la somme de toutes nos pensées, de tous nos ressentis. Comme je disais tout à l'heure, la couleur des chaussettes de nos voisins. Donc on enregistre plein d'informations comme ça sans en être conscient. Ils sont stockés ici dans cet inconscient personnel qui fait partie de nous. Et à côté de ça, on a l'inconscient personnel. L'inconscient collectif, pardon. L'inconscient collectif, c'est non seulement l'ensemble de nos inconscients personnels, les vôtres, le mien, qui sont quelque part, mais aussi toute la mémoire de tout ce qui est vivant dans l'univers depuis la nuit des temps. Les plantes, les animaux, voilà, c'est toute une base, on pourrait dire une base de données qui regroupe l'ensemble des informations depuis l'aube des temps. Et cette base de données, cette matrice, ce nuage, vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de Annales akashiques.
Pour répondre à la question que je disais tout à l'heure, qui commande, j'ai une vision justement qui se rapproche de ça. Je ne dirais pas qu'il y a un moi isolé du monde, quelque part, qui décide pour moi de ce que je veux faire, de ce que je dois faire. C'est plutôt une sorte de réseau, de relations hyper complexes qui va rassembler un ensemble d'informations qui sont bien sûr en moi, mais aussi autour de moi et partout autour de moi. Cette base d'informations, quand on vient dans le monde un peu plus près de nous, de manière plus contemporaine qu'à l'époque de Jung, Russell Targ le nomme conscience non locale. Russell Targ, c'est un auteur qui a écrit plusieurs ouvrages sur les perceptions extrasensorielles. C'est aussi un scientifique qui travaille avec beaucoup de théories sur l'utilisation des lasers. Et il est aussi un spécialiste de ce qu'on appelle le remote viewing. Le remote viewing en français, c'est la vision à distance. Je vous en parlerai un peu plus tard en fin de conférence. Et Russell Targ a repris un peu le concept de Jung et a nommé cet inconscient collectif la conscience non locale. Et c'est dans cette conscience non locale que notre intuition irait puiser des informations qu'elle restituerait quelque part à la part consciente de notre être. J'avais autre chose à vous dire sur Targ, ça me reviendra tout à l'heure, je vous le dirai tout à l'heure. La conscience non locale, en fait, elle fonctionne de manière très simple. Elle utilise un canal pour voyager qui est notre intention, pour aller se connecter à cette conscience non locale. Si vous voulez, quand on est petit, quand on veut apprendre, vous vous souvenez, on joue des fois, on voit encore des enfants le faire aujourd'hui avec ces cubes en bois, là, il y a des cubes, des ronds, des triangles de couleurs différentes. Et quel petit enfant ne les a jamais pris, mis en bouche, observé sous toutes les coutures, essayé de mettre un rond dans un triangle. Il teste, il joue avec ses 5 sens. Et ces récepteurs sensoriels, pour moi, sont des agents qui travaillent pour le conscient. Et l'intuition n'est rien d'autre qu'un autre type de récepteur sensoriel, un agent qui travaille pour l'inconscient. Et donc, quand on veut utiliser son intuition, il faut juste émettre l'intention de vouloir aller chercher quelque part, avec nos récepteurs sensoriels qui est l'intuition, une information. Et ce quelque part, c'est justement dans cette conscience non locale qui en fait est remplie d'informations de tous les temps, de tout niveau. Pour imager un peu plus ce que j'essaye de vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez, quand vous étiez plus petit, vous êtes tous allés à la fête foraine et à un moment donné, vous êtes peut-être un jour monté dans ces auto-tamponneuses. Ces petits véhicules, en fait, c'est nous, c'est notre corps. Et en haut, sur la piste, vous vous souvenez, il y avait une sorte de grillage électrifié. Et entre les deux, une espèce de tige qui reliait le véhicule au grillage. Eh bien, ce grillage, c'est la conscience non locale. Et cette tige qui relie le véhicule au grillage, eh bien, c'est notre intention. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, quand on pilotait ces petits engins, à un moment donné, ça faisait il y avait des éclairs en haut, il y avait des petites étincelles. Ça, c'est l'intuition qui jaillit et qui vient vous parler. Et en fait, il y a 2 positions à adopter à partir de là. C'est soit je suis ouverte et j'accepte la lumière, j'accepte ces intuitions dans ma vie pour qu'elles puissent me guider, elles puissent m'aider à prendre les bonnes décisions. Soit, eh bien, j'ouvre mon parapluie et je m'en protège et je les laisse glisser. Et à ce moment-là, je suis quelqu'un de plus cartésien, de plus ancré. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, c'est encore une fois un libre arbitre. Nous, aujourd'hui, on est là pour essayer d'éveiller votre intuition. Donc, on va refermer notre parapluie et on va se mettre dans la posture de quelqu'un d'ouvert qui va s'ouvrir à cette intuition et recevoir les étincelles qui pleuvent. L'intention, c'est quelque chose d'essentiel quand on veut se connecter à son intuition. C'est un petit peu comme l'intuition d'ailleurs, un super-héros pour moi. C'est quelque chose comme un super pouvoir.
Alors c'est peut-être encore mon âme d'enfant qui parle, là j'ai pas amené mon rideau et ma cape, mais voilà, c'est un peu l'idée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux de Masaru Emoto sur le pouvoir de l'intention sur l'eau. En fait, il a voulu faire une expérimentation pour voir jusqu'où l'intention avait un pouvoir. Il a pris l'eau, pourquoi? Parce que nous sommes composés à 70% d'eau. 90% si on prend en compte nos organes qui sont eux-mêmes composés d'eau. Et donc, il a demandé à un ensemble de collaborateurs de se rassembler et se sont installés autour d'une cruche d'eau, d'un récipient d'eau. Et ils ont fait deux choses. Dans un premier temps, ils ont envoyé des énergies positives à cette eau. Ils lui ont dit « Tu es belle, je t'aime, oh, tu es merveilleuse, tu es mon amie ». Ils ont prié pour elle, etc. Que des ondes positives. Et puis des chercheurs ont récupéré ce récipient, ont décidé de congeler l'eau et de les couper en lamelles pour les passer au microscope. Et là, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. La structure de l'eau avait créé des cristaux comme vous pouvez les voir en haut. Des jolis cristaux bien formés, différentes en fonction des intentions qui étaient envoyées. Et quelque chose de vraiment très vivant, puisque les cristaux continuaient encore à progresser, à se créer, à se développer. Emoto s'est dit, on va faire l'expérience inverse. On va reprendre un nouveau récipient, on va reprendre les mêmes personnes et là, on va les bombarder d'ondes négatives. Et là, ils ont fait à l'eau, tu es méchante, tu es mauvaise, on va te tuer. Voilà, que des énergies pour vraiment envoyer des ondes négatives à l'eau. Et là, notre équipe de scientifiques revient, reprend l'eau, la glace, sous forme de glace, coupe des lamelles et au microscope, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Pas de cristaux de glace, mais ce que vous voyez sur la ligne du bas, c'est-à-dire un amas de bouillie informe. La structure de l'eau s'était complètement décomposée et ne laissait place à plus aucune créativité, plus aucune vie. Il n'y avait plus de création. Voilà, l'eau était morte, on pourrait dire, dans un état de bouillie morte. Et c'est avec ces expériences, justement, qu'il a prouvé que l'intention avait un réel pouvoir. Donc vous imaginez, quand on pose, nous, une intention envers quelqu'un, les ravages que ça peut faire sur les corps d'une personne. Tout ça pour vous dire jusqu'à quel point l'intention est puissante. Et c'est cette intention qui va nous ramener nos intuitions. Donc, on peut dire que c'est vraiment un canal très efficace pour travailler avec l'intuition. Alors, pour revenir à l'intuition, vous la connaissez sûrement sous différents petits noms. Peut-être la petite voix, le sixième sens, le prémonition, le flair. Dans les professionnels de l'intuition, on parlera peut-être de médium, de voyant, de clairvoyance, etc. Mais peu importe, je dirais, le nom qu'on lui donne, on parle toujours d'intuition. Et ce qu'il faut retenir avec notre amie l'intuition, c'est qu'elle dit toujours la vérité. Elle est toujours vraie. Quand on regarde d'ailleurs la définition de l'intuition, elle nous parle d'une connaissance immédiate de la vérité qu'on obtient sans l'aide du raisonnement. On ne déduit pas une intuition, on ne réfléchit pas une intuition. C'est en fait le raisonnement qui découle de cette intuition qui sera erroné et qui peut potentiellement vous amener à faire des erreurs. Votre intuition qui arrive comme ça immédiatement, elle vous dira toujours la vérité. C'est juste que notre ego a un peu de mal à lui faire confiance et préfère dire « Moi, je suis un super processeur, un super calculateur, je sais mieux que tout le monde, tu vas faire ce que je te dis. » Et c'est là que généralement on va dans le mur. Si on regarde l'étymologie finalement du mot intuition, ça vient de vision et du latin intuitio qui veut dire regarder à l'intérieur de nous, je dirais même, parce que l'intuition, elle est en nous, elle est propre à chacun de nous, elle nous connaît, c'est pour ça qu'elle nous connaît parfaitement, parce qu'elle fait partie de nos gènes, elle fait partie de notre inconscient. Elle fait partie de nous au même titre que les émotions. D'ailleurs, je ne peux même pas vraiment parler d'une intuition, je devrais parler des intuitions, parce que nous avons plusieurs types d'intuitions. Nous avons même autant de types d'intuition que de types d'émotions. Donc je ne pourrais absolument pas tous vous les citer ici.
Juste pour vous en donner quelques exemples, tout d'abord, il y aurait celle que vous connaissez sûrement tous, la première impression. Quand vous allez croiser quelqu'un pour la première fois, ça va vous faire « Ah, elle est sympa celle-là » ou « Oh, celui-là, je le sens pas trop ». Et tout de suite, vous allez aller vers cette personne, vous allez lui serrer la main « Bonjour madame, bonjour monsieur ». Et puis là, « Ah ben, il a l'air sympa finalement, il est souriant, il a des bons airs, tout va bien ». J'ai encore rêvé, j'ai encore senti un truc qu'il fallait pas. Sauf que quelques temps après, vous allez très vite vous apercevoir qu'il va vous arriver des bricoles avec cette personne ou que voilà, il y a quelque chose qui va mal passer parce que quelque part, vous n'avez pas écouté ce petit feeling que vous avez au début. Mais c'est très fugace, ça dure une fraction de seconde, mais encore une fois, elle vous a toujours dit la vérité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'impulsivité. L'impulsivité, c'est quand on va réagir, comme son nom l'indique, de manière très brutale. Et l'intuition, elle arrive comme ça, de manière très spontanée, très brutale. Et qu'on prend une décision comme ça, sans savoir pourquoi. Il arrive parfois que des personnes qui doivent prendre un train, un bateau, un avion, au dernier moment, disent non, je ne monte pas. Ils ne savent pas pourquoi, mais non, je ne monte pas. Et puis, dans le train suivant, quand ils prennent par exemple le train suivant, ils s'installent et là, qu'est-ce qui se passe en face d'eux? Une superbe créature et qui deviendra finalement sa femme et la mère de ses enfants. Parce que quelque part, ils ne devaient pas prendre ce train-là, mais le train suivant. Et c'est souvent ce qu'on appelle des intuitions dans l'impulsivité, parce que c'est quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais on a cette connaissance en nous. Et quelque part, si on suit cette intuition, généralement, c'est assez bénéfique. Ça l'est toujours d'ailleurs. Les rêves intuitifs. Notre cerveau, je vous ai dit tout à l'heure, on a plus de 60 000 pensées par jour. Essayez de conscientiser 41 pensées par minute. C'est juste n'importe quoi, on n'y arrive pas. Donc pour vous dire qu'à la vitesse à laquelle il tourne, à laquelle il calcule, il travaille, c'est juste inconcevable. Et donc, notre intuition, elle a beaucoup de mal à se faire une petite place et à laisser un message sur notre écran mental. À ce moment-là, vu qu'elle est c'est un super-héros, l'intuition, elle est super maline, elle va faire quoi? Elle va attendre que ce super processeur, il baisse un petit peu en régime. Je suis désolée, c'est mon côté informaticien qui ressort. Que justement l'intellect descende un petit peu de nouveau pour que ce mental se calme, pour que justement l'intuition puisse y placer un mot, y placer une intention, puisse placer des messages. Et c'est par les rêves que ça arrive. Et généralement, le conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'avoir un petit calepin à côté de sur votre table de chevet. Et quand vous vous réveillez au petit matin, c'est de noter ce que vous avez, ce que vous vous souvenez de votre rêve. Alors faites-le les yeux à moitié mi-clos, n'allumez pas la lumière en grand, vous allez vous réveiller beaucoup trop violemment. Faites-le les yeux mi-clos dans la pénombre et notez autant que vous pouvez dans le calepin. C'est pas la peine que ce soit super bien écrit, c'est juste pour avoir des notes. Et dans la journée, quand vous êtes un peu plus réveillé, vous y revenez à ces notes et vous allez voir que en décortiquant de manière plus sensée avec votre intellect cette fois-ci, ce que vous avez noté sur votre calepin, tout doucement, il y a un message qui va se déclencher, qui va se dégager de ce que vous avez noté. Et ce message, c'est votre intuition qui vous l'a envoyé à travers vos rêves. Il y a la créativité qui est très intéressante aussi. Combien d'auteurs, de musiciens, de peintres n'ont pas dit un jour, je ne sais pas comment ça m'est venu ce truc, mais tout d'un coup, j'ai été inspirée. J'ai ressenti quelque chose et puis voilà, c'est venu tout seul, je ne sais pas d'où. J'étais bloquée depuis 3 semaines et tout d'un coup, voilà. C'est comme si une muse était venue susurrer à mon oreille les notes qu'il fallait poser sur mes gammes, les couleurs que je devais apposer sur les toiles ou les mots que je devais poser sur le papier. Eh bien, tout ça, c'est l'intuition qui parle aussi à travers la créativité qui, pour moi, est la fille de l'intuition. La mère est la source de la créativité. Ensuite, il y a une autre intuition dont je voulais vous parler, qui est l'intuition aidée. Ce n'est pas vraiment un type d'intuition, mais c'est quelque chose qui permet d'avancer dans son intuition. Souvent, quand on carbure de trop et que notre cerveau est trop occupé et qu'on a besoin de mobiliser là maintenant notre intuition, surtout quand on est
les professionnels de l'intuition comme des voyants ou des médiums, il est utile d'occuper notre mental. L'objectif, c'est de faire un tour de passe-passe. Vous savez, comme ces magiciens dans les cabarets qui regardez ma main droite, et avec la main gauche, en fait, ils vous piquent le portefeuille ou ils vous font autre chose derrière dans le dos. Là, c'est l'idée, c'est d'aller occuper un petit peu le mental pour pouvoir faire en sorte que l'intuition puisse venir vous parler. Et ceci, on va le faire à l'aide d'outils divinatoires, comme par exemple les cartes de tarot, les oracles, ou même le pendule, peu importe l'outil que vous choisissez, ça peut être du marc de café. Il y a même une personne, j'ai entendu une fois dans un journal, elle lisait, elle s'occupait l'esprit en fait comme des cartes, mais elle utilisait des plants de carottes. Elle vivait à la campagne, elle lançait des carottes en l'air. Et c'est ces carottes, en fait, quand elles retombaient en sol, ça faisait des images, ça faisait des formes, et ça lui occupait suffisamment l'esprit pour pouvoir recevoir des messages intuitifs. Donc comme quoi, on peut se connecter avec l'intuition avec peu de choses. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et pour que j'arrête un petit peu de parler 2 minutes, je vais vous laisser un petit peu faire, enfin, pas forcément parler, mais je vais vous laisser travailler un petit peu. Je vais vous proposer un petit jeu qui consiste en fait à pratiquer ce qu'on appelle la visualisation. Je vais vous demander dans un premier temps de vous installer confortablement sur votre chaise, les 2 pieds posés à plat sur le sol. Et puis vous vous détendez. Vous détendez bien là, on attend la pause d'après pour le café et tout, on se prépare. Et vous inspirez et vous soufflez. Voilà, on laisse partir les tensions, on est bien, on est calme, on ne s'endort pas. Et puis, vous pouvez fermer les yeux. Et là, vous allez essayer de visualiser le visage de la personne que vous préférez dans votre entourage. Ça peut être votre mari, votre femme ou vos enfants. C'est vraiment quand une personne, cette personne, elle rentre dans la pièce, elle illumine votre journée. La personne que visualisez vraiment bien son visage. Elle s'approche de vous, tout près, et vous avez vraiment cette sensation de bien-être qui est là. J'aimerais maintenant que vous essayiez de ressentir quelles sensations vous ressentez dans votre corps. Est-ce que c'est un coup de chaud? Est-ce que c'est des frissons? Est-ce que c'est des tremblements? Est-ce que c'est une espèce de repli sur soi? Ou plutôt à l'inverse, une ouverture, on a envie de se grandir? Quelles sensations physiques vous ressentez? Dans un deuxième temps, je vais vous demander de situer dans votre corps ce ressenti. Est-ce que c'est plutôt dans les pieds, dans les mains, dans le ventre, le cœur, la gorge, la tête? Une fois que vous avez associé le quoi et le où, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens et où, mémorisez bien cette combinaison. Maintenant, votre être cher, elle s'en va et arrive dans la pièce une autre personne. Je veux que vous visualiser le visage de quelqu'un que vous détestez. Votre patron, votre belle-mère, peu importe. Quelqu'un vraiment avec qui, dès qu'il rentre, dès qu'il s'approche de vous, vous avez juste envie de changer de pièce. De la même manière que tout à l'heure, essayez d'identifier quelles sensations se provoquent en vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez des picotements dans les mains? Est-ce que vous avez une boule dans le ventre, la gorge qui se serre? Des frissons sur le cuir chevelu? Les pieds qui commencent à trembler? Là, n'oubliez pas de récupérer la sensation et où ça se situe. Notez à nouveau cette deuxième combinaison. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. Vous avez maintenant en votre possession 2 clés de lecture de votre intuition. La prochaine fois que vous aurez cette petite étincelle qui vous arrive et qui vous envoie un message sans comprendre ce que c'est, arrêtez-vous. Vous êtes en train de faire la vaisselle, vous lâchez tout. Vous êtes en train de passer la tondeuse, vous lâchez tout. Vous êtes au boulot, vous arrêtez 30 secondes. Et vous essayez d'analyser. Repensez à cette idée intuitive que vous avez eue et faites l'amalgame avec une des 2 combinaisons que vous avez. Si vous avez senti
un sourire intérieur et une ouverture, quelque chose comme ça, ou alors vraiment une chaleur intérieure. Je vais avoir une super journée, moi. C'est la classe, je vais y aller. Il n'y a pas de souci, les yeux fermés. Par contre, si vous sentez une boule au ventre et cette sensation de... Dites-vous, attention. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise intuition, parce qu'il n'y a pas de mauvaise intuition. Par contre, c'est une intuition qui vous dit, attention, préserve-toi, il y a quelque chose qui va arriver. Méfie-toi. Donc vous avez déjà 2 clés de lecture pour comprendre l'orientation de votre intuition. Merci d'avoir joué. Pour revenir un petit peu à la manière de travailler avec son intuition, il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut se connecter avec soi-même, avec le soi dont on parlait tout à l'heure. Donc le soi, on a dit que c'était la somme du conscient et de l'inconscient. Donc il faut se connecter aux deux. Et il faut aussi être connecté avec l'univers, cette fameuse conscience non locale. Il faut surtout aussi être ouvert d'esprit pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on disait, hein, c'est pas se mettre sous le parapluie, mais accueillir cette lumière pour qu'elle puisse éclairer notre route et qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Et je vais vous donner quelques petites techniques. Il y a une petite dizaine là, qui vont vous aider dans cet objectif. La première, c'est il faut apprendre à vous libérer de vos peurs et de vos doutes. La peur de croire que l'intuition est mauvaise. L'intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est jamais mauvaise. C'est pas quelque chose de mal, l'intuition. C'est pas le diable en personne. Au contraire, elle est là pour vous aider. L'intuition, c'est un don, une bénédiction, je sais pas comment on pourrait dire, qui est vraiment important pour nous si on veut avancer vers notre meilleur futur possible. C'est la déduction, comme je disais tout à l'heure, que l'on peut faire vis-à-vis de cette intuition qui va être erronée et qui peut éventuellement nous amener à prendre de mauvaises décisions. Les peurs, il faut apprendre à les reconnaître. Il faut apprendre aussi à identifier quelle est la source de cette peur. Qu'est-ce qui me fait peur et d'où ça vient? Il faut aussi apprendre à vivre avec ce sentiment pour arriver finalement à le dépasser. Alors ça peut se faire avec des techniques comme de la méditation, du yoga ou des thérapies, peu importe, selon l'outil qui vous convient le mieux. L'essentiel étant d'arriver à dépasser ces peurs pour avoir confiance en vous et en votre intuition. La deuxième chose, c'est apprendre à vous délivrer de vos croyances. On a tous des opinions religieuses, des opinions politiques qui nous viennent de notre éducation, que ce soit de l'école quand on est petit, de ce qu'on nous apprend, mais aussi l'éducation de nos parents. Et toutes ces opinions sont autant de verrous qui se placent sur votre chemin vers l'éveil intuitif. Et en fait, l'idée, en fait, c'est d'arriver à lâcher prise, en fait, laisser tomber ces verrous pour justement vous ouvrir. C'est ce que je vous disais. Soyez ouverts d'esprit, gardez l'esprit ouvert, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres choses, pour justement pouvoir vous faciliter cette connexion à l'intuition. Une autre technique, c'est évident, hein, se faire confiance et faire confiance à votre intuition. Alors une astuce ici, quand on est des fois un petit peu trop cartésien et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte Nathalie, là, faire confiance à mon intuition, c'est bizarre son truc. Et c'est en fait, quand par exemple vous rentrez du travail le soir, vous sortez du bus, du métro, peu importe, vous gardez un calepin sur vous et quand vous avez cette intuition, quand vous entendez un petit message qui vous dit par exemple tourne à gauche, et que vous n'avez pas envie de le faire, prenez encore 5 minutes. On disait, hein, toujours lever le pied, ralentir le rythme, pour noter dans votre calepin, tel jour, à telle heure, en sortant du boulot, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je tourne dans telle rue à gauche, mais je ne l'ai pas fait. Fermez votre calepin et continuez votre vie. Et pendant le week-end, quand vous avez un moment, vous allez voir ce qu'il y a dans cette rue, par curiosité, parce qu'on est tous curieux, enfin je pense. Et puis, au bout de 100 mètres, vous allez vous rendre compte qu'il y a là une bibliothèque qui ne paye pas de mine, que vous ne connaissiez pas. Et en fait, ils ont le dernier exemplaire du livre que vous recherchez depuis 6 semaines. Et quelque part, c'est votre intuition qui vous a dit « mais il est là le bouquin, va le chercher ». Sauf que vous ne l'avez pas écouté. Ressortez votre petit calepin et au regard de ce que vous avez noté la première fois, notez le résultat.
Si j'avais tourné à droite, enfin à gauche dans cette rue, j'aurais trouvé la bibliothèque, le livre, etc. J'aurais dû écouter mon intuition et faites un petit check à côté pour dire que l'intuition était vraie. Et vous répétez ça 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois pour les plus costauds, pour les plus rébarbatifs. Et vous verrez au bout d'un moment que dans votre calepin, vous aurez plus de checks verts que de petites croix rouges qui vont vous dire votre intuition est mauvaise. Et ça, petit à petit, ça va convaincre votre mental que votre intuition, elle a aussi le droit à la parole parce que vous faites une analyse intellectuelle. Et donc, du coup, ça va convaincre votre mental de laisser un peu plus de place à l'intuition parce qu'elle peut possiblement vous aider dans votre vie. Il faut aussi écouter son corps. On parlait tout à l'heure par rapport au petit exercice que je vous ai fait faire, c'est de travailler sur ses sens. Si de nouveau vous êtes en train de regarder la télé le soir ou au dîner, à un dîner avec des amis et que tout d'un coup vous avez une chair de poule de 5 cm sur le bras, posez-vous des questions. Amusez-vous avec votre intuition. Arrêtez-vous 2 minutes et dites-vous, mais pourquoi maintenant j'ai cette chair de poule? L'ambiance n'a pas changé, il n'y a pas de courant d'air. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Le corps sait. Le corps vous dira toujours quand votre intuition a un message à vous envoyer. C'est un petit peu c'est notre médium à nous, hein, quelque part. Il va vous dire, attention ma fille, ton intuition, elle veut t'envoyer un message. Allô, allô, je te fais la chair de poule, tu m'écoutes? Mais bon, si on ne l'écoute pas, si on n'y prête pas attention, ben on passe à côté. Donc l'objectif, c'est de prêter attention à ces petites choses. Ça peut être, comme je le disais des fois tout à l'heure, peut avoir une sensation de boule dans le ventre, on a des fois les jambes impatientes, on a la chair de poule. Tous ces petits détails qui arrivent de manière un peu inexpliquée, c'est de se demander pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et quand on commence à analyser ça, même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, petit à petit, ça va venir parce que vous allez avoir les révélations qui vont arriver par rapport à ça. Il faut apprendre à s'ennuyer. Eh oui, c'est pas donné à tout le monde, surtout dans le monde dans lequel on vit. En fait, l'objectif ici, c'est de calmer toujours ce super processeur qui tourne à fond. Et quand on est dans cette phase de non-activité, encore une fois, on baisse la cadence du mental pour laisser plus de place à l'intuition, plus de place à la créativité, à l'innovation. Et donc, les flashs, les images, les mots, tout ça, ça peut venir beaucoup plus facilement parce que le canal, il y a plus de place sur l'autoroute. Quand vous êtes dans un bouchon, vous ne circulez plus. Il faut l'ouvrir une voie supplémentaire, la voie annexe, pour que quelque chose puisse circuler. Et c'est un peu l'idée ici. Ralentir le rythme, c'est en lien avec ce que je viens de dire, apprendre à s'ennuyer. Ralentir le rythme, puisqu'aujourd'hui, on vit dans une société qui, on le disait tout à l'heure, on est toujours dans une société qui nous en demande plus. On va toujours plus vite. On est toujours pressé de tout avoir. On attend avec impatience un rendez-vous. On attend le rendez-vous chez le médecin. C'est pas encore, mais c'est quand, etc. On est toujours pressé. On a un petit peu le fléau derrière. Et donc, du coup, ici, l'idée, c'est de lever le pied. Encore une fois, dans le même objectif, c'est de calmer le mental pour laisser plus de disponibilité et de patience à notre intuition. Il y a quelque chose que vous pouvez pratiquer pour ralentir le rythme, ça s'appelle la pleine conscience. Je pense que certains connaissent déjà. C'est simplement de vivre le moment présent. Un exemple très simple, c'est vous êtes sous la douche le matin. Ne commencez pas à penser au petit déjeuner, à sortir le chien, à la pause de 10 heures, au boulot, etc., à la réunion qui arrive, ou au fait de devoir rencontrer la famille, les amis. Concentrez-vous uniquement sur le moment présent. Je prends ma douche. Et là, vous sentez le super Tahiti douche là, qui vous emmène, je ne sais pas où, vous êtes dans le parfum du gel douche. Vous ressentez la chaleur de l'eau sur votre peau. Vous entendez l'eau qui ruisselle sur le carrelage et ainsi de suite. Utilisez à nouveau votre corps et vos 5 sens pour vivre le moment présent. Cette simple opération va permettre à nouveau de calmer le mental et de laisser jaillir les intuitions en vous. C'est très très important d'avoir des moments de calme dans sa vie si on veut pouvoir utiliser son intuition. Une autre chose, c'est de pouvoir pratiquer un petit rituel. Comme par exemple, quand vous allez le coucher le soir, mettez une petite routine en place. Dans mes formations, je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent « Mais je suis nulle, je ne vais jamais y arriver, moi je n'ai pas d'intuition, je ne sais pas faire. » Combien de personnes me disent ça et pensent ça?
Et je leur dis, mais au lieu de mettre autant d'énergie dans un autoconditionnement négatif, utilise cette énergie et mets en place une petite routine où tu vas me dire le soir, je sais pas moi, de jour en jour, je suis de plus en plus intuitif ou intuitive. Et du coup, cette énergie, c'est ce qui va renforcer un petit peu votre intuition, cette ouverture à l'intuition, puisque vous êtes dans une énergie positive. C'est le fait de voir la bouteille à moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide. Voilà le principe. N'oubliez pas le pouvoir de l'intention. Quand vous vous dites « je suis nul machin », vous ressemblez à la bouillabaisse qu'on a vue tout à l'heure. Moi, je préfère avoir des petits cristaux tout jolis à l'intérieur de moi et penser positif. Vous, je ne sais pas dans quelle case vous vous placez. Ensuite, il y a le fait de prêter attention à ses rêves. Je ne vais pas y revenir, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je dis surtout l'essentiel, c'est vraiment de noter ce que vous avez vu dans vos rêves, ressenti, vos émotions aussi, tout ce qui peut passer par le corps, par les 5 sens. Il faut le noter dans votre calepin et analyser un petit peu ce contenu durant la journée. Vous allez voir, vous allez des fois être surprise par le résultat. Et puis, c'est peut-être de trouver un moment pour se placer en état de conscience modifié. Ça peut passer par exemple par des séances de méditation, de méthodes de yoga ou des thérapies alternatives comme par exemple l'hypnose ericksonienne. Là encore, l'objectif, comme le fait de s'ennuyer ou de ralentir le rythme, c'est toujours de calmer le mental et faire un petit peu jaillir les intuitions. Toutes ces techniques, en fait, ont un seul et même objectif. Si vous l'avez remarqué, c'est ce que je viens de vous dire. On baisse d'un côté la puissance pour laisser plus de place de l'autre côté, à l'intuition. Pour aller plus loin, après avoir vu ces petites techniques, il y a d'autres possibilités. C'est une méthodologie qui est un peu plus complexe que j'apprends à mes élèves dans mes formations, qui s'appelle le remote viewing. Je vous en ai parlé au début avec Russell Targ. En fait, le remote viewing, qui veut dire vision à distance, est une méthodologie basée sur des protocoles très très stricts. Donc c'est très bien pour les personnes qui sont très ancrées, très dans le rationnel, mais c'est très bien aussi pour les personnes qui sont déjà ouvertes à l'intuitif. Parce que c'est une méthodologie qui va utiliser aussi bien l'intuition que le côté rationnel, l'intellect. Le remote viewing, ça a été très utilisé pendant les années 70 et ça a été créé par ces 3 messieurs qui sont Ingo Swann, Alpetov et Russell Targ, dans le cadre d'un projet militaire qui s'appelait Stargate. Rien à voir avec le feuilleton, mais bon, ça s'appelait comme ça. C'était, je crois, le 9e ou 10e projet de la même envergure. Mais il a une particularité, ce projet, parce qu'en fait, il a fait naître de grands viewers, comme on appelle ça. Notamment Mac Moonigle, qui en fait a réussi à voir à distance dans les camps ennemis, c'est-à-dire dans les camps côté russe, la fabrication d'un nouveau sous-marin qui n'existait pas encore avec de nouvelles technologies, qui était fabriqué dans le désert. Quand il a présenté ça à ses supérieurs, ils lui ont dit « Mais mon coco, t'es complètement malade, qui c'est qui va fabriquer un sous-marin dans le désert? T'as encore vu 3 fois rien, quoi, toi, c'est pas possible. » Et enfin, il s'est avéré que oui, il y avait bien fabrication d'un sous-marin là-bas et les Russes ont tracé un canal jusqu'à la mer en fait pour pouvoir faire évacuer le sous-marin. Sauf que ça, c'était venu bien après. Ils ont commencé par la construction du sous-marin et l'évacuation par ce canal s'est fait par la suite. Donc en fait, Mac Moonigle a fait totalement raison. Encore une fois, son intuition était juste. Et c'est le raisonnement de ses supérieurs qui lui ont dit « Mais t'es fou mon vieux, un sous-marin dans le désert » qui était erroné. Et donc, comme vous l'avez compris, cette méthodologie a été utilisée pendant la guerre froide pour aller espionner dans le camp adverse. Et beaucoup de civils et de militaires américains ont été formés à cette méthodologie pour devenir des vrais espions psychiques, des vrais espions psy. C'est pas facile à dire ça. Voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport au remote viewing. Donc c'est vraiment une méthodologie qui permet d'aller plus loin. Et pour vous donner un petit exemple de comment ça fonctionne, c'est comme si à un moment donné, vous étiez devant une porte et que vous deviez deviner ce qu'il y a derrière. Quand vous êtes derrière la porte, elle est fermée, vous entendez des sons étouffés. C'est pas très clair, vous ne savez pas trop ce qu'il y a. Et puis si vous vous baissez, vous regardez par le trou de la serrure, vous commencez à voir 1 ou 2 images. À un moment donné, on va entrouvrir la porte.
Et là, vous allez commencer à voir un peu plus de choses. Et puis, il y a les odeurs qui arrivent. Et le son est plus clair aussi. Et l'objectif avec le remote viewing, par ces différentes étapes, c'est d'ouvrir cette porte de plus en plus grande jusqu'à une ouverture totale. Et là, vous êtes face à face avec ce qu'on appelle dans d'autres jargons la cible. Vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, vous la voyez, vous la sentez, vous pouvez presque la toucher, parce qu'on va passer par les 5 sens, de manière aussi vraie que si vous y étiez. Et c'est ça qu'on utilise donc le remote viewing en vision à distance, ça permet de faire ce genre de choses. À propos de ce genre de choses, je vais vous proposer de faire un petit exercice dans cette thématique-là. Je vais vous guider pas à pas, comme tout à l'heure. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit, si vous voulez reprendre vos téléphones, juste noter des petits adjectifs que vous allez devoir me donner. Soit vous les retenez, c'est pas très long, oui, on en retient 2-3 adjectifs, pas plus, par sens. On va utiliser nos 5 sens. L'objectif de ce petit jeu que je vous propose, c'est de décrire un objet mystère. J'ai ici dans ce sac, c'est pas la peine que vous le voyez, même si, bon, je vais vous le montrer rapidement, mais voilà, un sac dans lequel il y a un objet mystère. Et ce que je vous demande, c'est de décrire cet objet avec des adjectifs simples. Je vais vous guider étape par étape, dans les grandes étapes, alors vraiment les grandes lignes du remote viewing, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je ne veux pas que vous essayiez de deviner quel est l'objet. Je veux vraiment que vous me décriviez comme ça, à balancer des mots comme ce qui vient, tout de suite, sans réfléchir. Les premiers mots, les premiers adjectifs simples qui vous viennent. Juste histoire de décrire comment est fait l'objet, à quoi il ressemble, mais sans deviner. Parce que vous ne pourrez jamais deviner ce que c'est. Si ça se trouve, j'ai ramené un phaseur à neutrons, vous ne trouverez jamais. Bon, bref. Et je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment de le décrire. Donc là, encore une fois, c'est se détendre, on respire, on fait le vide en soi. Et soit vous gardez les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est comme vous voulez. Et je vais vous demander, dans un premier temps, de me décrire, de me donner à peu près 2-3, comme ça vient, adjectifs très simples pour me donner la forme de cet objet. Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est un triangle? Ce genre de choses, très basiques. Ce qui vous vient comme ça. Ok. Vous retenez? Maintenant, on va aller voyager dans les couleurs. Quelles couleurs vous percevez? Encore, d'autres couleurs. Encore. Ok. Vous les retenez, hein? Maintenant, quand vous prenez cet objet, vous l'avez dans la main, comment ça fait quand vous le touchez? Quelle texture ça a? Dur, d'accord. Est-ce que c'est lisse, doux, rugueux, piquant? Piquant. D'accord. Ok. Ensuite, on va aller... Vous imaginez que cet objet, avec votre super pouvoir, vous pouvez le miniaturiser tout petit, et vous le mettez dans la bouche. Comment ça fait? C'est mou, c'est croquant, c'est... Déjà, sous la dent, comment ça fait? C'est collant, c'est poisseux. Ok, c'est doux. D'accord. Au niveau du goût, si vous deviez l'avaler, ça fait comment? C'est agréable, c'est désagréable? Est-ce que c'est sucré, salé, amer, acide? Ok. Donc là, on a déjà un petit panel d'intuition. Qu'est-ce qu'on a fait? La vue, le sens, le toucher. On a fait un petit peu le tour. Si vous arrivez à récupérer cet objet, vous le secouez près de votre oreille. Comme ça, vous le secouez fort ou vous le tapez un peu comme ça sur la table. Comment ça fait? Quel bruit ça fait? C'est des bruits sourds, c'est plutôt des bruits toc-toc lourds. Voilà. Essayez d'imaginer, de ressentir les bruits. C'est bon pour vous? Je vais vous montrer ce que c'est que l'objet mystère.
Mais avant, j'aimerais qu'on prenne toute notre énergie pour la transformer en énergie positive et être bienveillant envers nous-mêmes et nous dire je suis nul, j'ai rien trouvé. On dégage ça. On utilise cette énergie pour dire ah ben j'en ai quand même trouvé pas mal. Enfin, j'en ai trouvé, je suis bien, je suis contente. J'ai trouvé des adjectifs qui décrivent cet objet. Et puis je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, simplement. Il n'y a pas d'attente, pas de pression. On y va ? Tadam! C'est une boule à neige avec la tour Eiffel à l'intérieur. Et en fait, dans les couleurs, les formes, donc vous m'aviez dit rond, voilà, donc on est sur une forme ronde, mais à l'intérieur, il y a des formes pointues aussi. La petite tour Eiffel, elle est pointue. Il y a des formes plates aussi, puisque le fond est plat. Dans les couleurs, on est dans le bleu, le rouge, l'argenté. Donc on est dans ces teintes-là. Vous auriez pu dire transparent aussi. Et pour vous montrer qu'il faut toujours écouter votre intuition, si elle vous a dit dur, elle a raison. Elle vous a dit liquide, mou, elle a raison. Elle a toujours raison, l'intuition. C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de contresens à ce qu'elle peut vous dire. L'intérieur, c'est de l'eau, c'est un pseudo, c'est complètement liquide, quoi. C'est mou, c'est fluide. Donc, elle a toujours raison, votre intuition. Même si vous, ça peut vous sembler complètement illogique. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a eu, justement, été proche de ces couleurs, de ces formes ça? Quelqu'un veut se lever, nous dire un peu ses ressentis? Je pensais que c'était un vert. D'accord. Moi, oui. J'ai dit rond, dur, lisse et bleu. Rond, lire, lisse et bleu. Bah, c'est pas mal. Rond, dire, lisse et bleu. Bah, il y en avait un sur 4 catégories. C'est pas mal. On a une autre personne? Moi, je pensais à une balle, mais je disais dur, rouge, après rond aussi. Voilà, enfin, j'avais quand même pas mal de... D'accord, il y a quand même plusieurs choses aussi. Il y en avait 3 sur 5. Ok. Oui? J'avais dit d'abord rouge, ensuite j'ai dit bleu. Ben, il y avait les deux. Comme quoi, vous voyez, votre intuition avait raison dans les deux cas. Tout à fait. C'est bon pour vous? Oui? Oui. Et? Rouge. 4 sur 5 aussi. 4 adjectifs sur 5. C'est pas mal, oui, déjà bien. Ok, ben parfait. Mais du coup, allez, ben vous êtes tout à côté de moi. Vous avez eu pour vous remercier pour les bonnes notes, je vous l'offre. En souvenir, vous pourrez vous exercer. Voilà. Si vous voulez, on peut passer. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je vous remercie pour m'avoir écouté.